Téléspectateurs de Chérif la Télévision, ravi de vous retrouver pour vous présenter cette session d'information en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue à la une de l'actualité. Le 5e congrès ordinaire de l'association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam, en abrégé AMUPI. L'événement s'est déroulé dans la salle de conférence de la dite association 6 à Sotiba, en présence de plusieurs personnalités religieuses et différentes organisations ayant les mêmes objectifs que AMUPI. Reportage Tania Traoré. Abdoulaye. La lecture du Saint-Coran par Mahamadou Touré et les mots de bienvenue du premier adjoint au maire de la commune 1 du district de Bamako ont donné le ton du 5e congrès de l'AMUPI. Ce moment solennel a été une occasion pour le président national de l'association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam de remercier les autorités de notre pays pour les efforts consentis en vue de la consolidation d'un climat de paix, entre autres. Au moment où nous ouvrons les assises du 5e congrès ordinaire de l'association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam, AMUPI, il me plaît de rappeler que le 27 mai 2025 dernier, notre association a eu 45 ans au service de promotion et de rayonnement de l'islam, de juste milieu et de tolérance pour la promotion d'une communauté solidaire et pacifique dans notre pays. L'AMUPI a toujours œuvré pour la consolidation de l'unité de la Oumma islamique et travaillé au renforcement de la foi et de la conscience islamique chez tous les musulmans et musulmanes, conformément aux prescriptions du Saint-Coran et de la sunna du prophète de l'islam, Mohammed ben Abdullah, paix et salut d'Allah sur lui. À l'ouverture de ce 5e congrès de cette association, dont les activités sont apolitiques, mais purement religieuses, sociales, éducatives et culturelles, les représentants du Haut Conseil islamique du Mali et du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes ont exprimé leur gratitude à l'endroit des membres de l'AMUPI qui ont œuvré ensemble pour la création de cette association pour le rayonnement de l'islam. La cérémonie qui nous réunit ce matin est l'ouverture des assises du 5e congrès ordinaire de l'AMUPI, au cours desquelles nous examinerons les propositions de modification des statuts et règlements intérieurs, le rapport d'activité, le rapport financier, les différentes questions relatives à la vie de notre organisation. Nous procéderons ensuite à la mise en place d'un nouveau comité directeur de l'AMUPI et de l'élection d'un nouveau bureau exécutif national de l'AMUPI. Madame et Messieurs, en ce moment difficile que traverse notre pays, nous soulignons avec force et détermination notre soutien sans réserve à notre armée nationale, les femmes. On a qu'Allah, le miséricordieux, couvre notre pays par sa grâce éternelle et exauce toutes nos prières pour un Mali uni, pacifique, réconcilié, stable et prospère. La cérémonie est sanctionnée par la remise symbolique des tableaux d'honneur aux bureaux régionaux de l'AMUPI et les districts de Bamako pour les efforts conjugués dans l'atteinte des objectifs et la formulation des bénédictions en faveur du pays. À noter que l'AMUPI entend mener d'autres activités dans les jours à venir, entrant dans le cadre du congrès. Autre actualité de ce samedi, convention nationale de l'association Ansardine, ce samedi 22
novembre 2025 au siège social de la dite association 6 à Bankoni Djankinebougou en commune 1 du district de Bamako. L'événement, cette rencontre donc a réuni des centaines de délégués venus de toutes les régions du Mali pour discuter des enjeux actuels, mais aussi plancher sur ceux des futurs de l'association. Kadidia Traoré, nous me connaît. Cette rencontre du Bureau national de l'association Ansardine avec les délégués des différentes coordinations a permis de faire le point des activités en cours et de discuter des perspectives de l'association. Les sections sont désormais passées en coordination pour renforcer l'action de l'association. Cette mesure vise à améliorer la communication et la collaboration entre les différentes structures de l'association. Selon le Bureau national, les délégués des coordinations régionales ont exprimé leurs attentes et leurs préoccupations et ont discuté des moyens de renforcer l'action de l'association sur le terrain. Cette première convention à laquelle nous sommes aujourd'hui est d'une importance capitale, puisque c'est l'une des premières conventions parmi tant d'autres, puisque les coordinations ont été mises en place et c'est la toute première réunion de coordination mise en place. Donc c'est un moment capital. Donc dans ce sens, ces réunions se tiennent généralement pour que nous puissions diffuser les messages de paix, de quiétude et de vivre ensemble du guide spirituel des Ansar, Chérif Ousmane Madane Haïdara. Donc c'est juste dans ce contexte que nous sommes là afin de planifier le programme d'activité, afin de prévoir tout ce que nous devons faire pour que tout se passe bien dans ce pays. Nous sommes là aujourd'hui pour passer la convention nationale à travers laquelle chaque coordination, une nouvelle structure créée d'ailleurs, apporte son rapport par rapport aux événements et aux activités pratiquées pendant ces 3 mois. À travers ces rapports, on se rend compte que l'état d'avancement, sinon on s'enquérit des programmes d'activité établis par tout le monde, à travers lesquels les perspectives sont tirées aussi. C'est notre objectif pour l'arrivée à la Convention nationale. Nous continuerons à sensibiliser les populations sur les valeurs de tolérance, de respect et de solidarité qui sont au cœur de la vision de Arsiri Chérif Ousmane Madane Haïdara, a confirmé un prédicateur de la branche Woudou lors de cette assise. Alhamdulillah, la Commission nationale Woudou ne ménagera aucun effort pour vraiment véhiculer le message de paix, de communion, de solidarité, d'entraide entre les populations du Mali, vu l'actuelle situation que traverse notre pays. Donc pour ce faire, la Commission nationale Woudou, comme à l'accoutumée, chaque année, on organise des tournées à ce genre, des tournées de sensibilisation dans tous les coins et recoins du Mali. Donc, Inch'Allah, cette année aussi, cette tournée sera effectuée, s'il plaît à Dieu. Donc, nous allons véhiculer les messages de paix que le Mali a tant besoin aujourd'hui. Donc, c'est ce même message qu'on vient de transmettre aux conférenciers, aux conventionnaires qui sont venus d'ailleurs de toutes les régions du Mali. Donc c'est ce même message que nous allons continuer à véhiculer, que notre guide Asseri Ousmane Madane Haïdara nous dit chaque moment, chaque occasion qui se présente à lui, nous demande de faire toute notre possibilité pour que la paix revienne dans notre pays, le Mali. Il est important de souligner que les ingénieurs du projet de l'emblématique Mazar Chérifla de Donyumana étaient également présents pour communiquer sur l'état d'avancement du chantier et de présenter le document du projet. Cette convention nationale de l'association Ansardine a été un moment important pour l'association qui a permis de renforcer les liens entre les membres et de définir les priorités pour l'avenir. L'actu hors de nos frontières, direction la RDC, le groupe M23 a annoncé donc la poursuite pour parler de paix avec le gouvernement. Les discussions porteront sur des questions clés, notamment l'accès humanitaire, les garanties judiciaires et les modalités de libération des prisonniers. Selon le communiqué, Moussa Fomba nous explique concrètement donc les clauses de ces discussions.
Le groupe rebelle M23 a déclaré jeudi que les discussions avec le gouvernement de la République démocratique du Congo à Doha, capitale du Qatar, se poursuivraient dans les semaines à venir malgré les violations du cessez-le-feu. Benjamin Mbonimpa, négociateur en chef du groupe à Doha, s'est adressé aux journalistes à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, quelques jours après la signature d'un accord cadre de paix entre les deux parties. Il a déclaré que les discussions porteraient sur des questions clés, notamment l'accès humanitaire, les garanties judiciaires et les modalités de libération des prisonniers. Il a averti que les affrontements en cours avec les groupes armés locaux pourraient menacer la mise en œuvre de l'accord cadre de paix. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, a déclaré aux journalistes en début de semaine que Kinshasa ne céderait aucun territoire lors des négociations de Doha. Il a souligné que l'intégrité territoriale du pays n'est pas négociable, le gouvernement restant déterminé à rétablir la paix dans l'est du pays. La semaine dernière, le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23 ont signé à Doha un accord cadre de paix négocié par le Qatar. Le Congo et une coalition de divers groupes rebelles, dont le M23 AFC, ont signé en juillet à Doha la déclaration de principe relative à un accord de cessez-le-feu. Mais les combats se poursuivent entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23, chaque camp accusant l'autre de violer le cessez-le-feu. Autre actualité étrangère, les autorités de Tripoli annoncent la création de la haute instance des présidences. Donc l'instance est destinée à constituer un cadre de coordination et l'autorité souveraine suprême, souligne le communiqué conjoint Moussa Fomba. Lors d'une réunion à Tripoli, le Conseil présidentiel libyen, le gouvernement d'union nationale et le Haut Conseil d'État ont annoncé jeudi la création de la haute instance des présidences destinée à constituer un cadre de coordination et l'autorité souveraine du pays. Cette annonce a été faite lors d'une réunion de haut niveau qui s'est tenue jeudi à Tripoli entre le chef du Conseil présidentiel Mohamed El Manfi, le chef du gouvernement d'union nationale Abdulhamid Beiba et le chef du Haut Conseil d'État, Mohamed Takala, selon un communiqué conjoint. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'une approche nationale partagée visant à unifier la prise de décision nationale sur les questions stratégiques et à renforcer l'harmonie institutionnelle entre les autorités, précise le communiqué. Le nouvel organe est chargé d'élaborer une méthodologie unifiée pour la prise de décision nationale libyenne et de coordonner les positions officielles sur les questions politiques, économiques et sécuritaires. Il s'emploie également à formuler des politiques communes qui préservent la souveraineté, l'intégrité territoriale et la stabilité politique, sociale et économique de la Libye, sans créer d'entités supplémentaires ni de nouvelles charges structurelles, souligne la même source. Les signataires de la déclaration ont souligné que la création de cet organe répond aux exigences de la situation actuelle et témoigne d'un engagement à surmonter les divisions et à œuvrer dans un esprit de responsabilité nationale. Les trois institutions ont appelé les autres institutions souveraines à se joindre à ce processus de coordination de manière à renforcer la stabilité, à sauvegarder les intérêts supérieurs de l'État libyen et à contribuer à la construction d'un État fort et uni, capable de protéger sa souveraineté et les ressources de son peuple. La Libye est en proie à un conflit entre deux gouvernements, l'un nommé par la Chambre des représentants début 2022 et dirigé par Oussama Hamad, est basé à Benghazi à l'est du pays et administre l'ensemble de l'est de la Libye ainsi que la plupart des villes du sud. L'autre est le gouvernement d'union nationale dirigé par Beiba, basé à Tripoli à l'ouest et qui administre l'ensemble de l'ouest du pays. La Chambre des représentants n'a pas immédiatement commenté la déclaration publiée par les trois institutions. Et voici la suite de l'actualité étrangère en plus bref et en image compilée par Moussa Fomba. Les dirigeants du G20 appellent à un règlement des conflits en Ukraine, au Soudan, en Palestine et en RDC, selon la déclaration officielle. La déclaration a été adoptée malgré le boycott américain du sommet. Nous nous efforçons, guidés par les buts et principes de la Charte des Nations Unies dans son ensemble, d'œuvrer à l'instauration d'une paix juste, globale et durable dans ces pays, indique le document. Le G20 a aussi appelé à élargir le Conseil de sécurité de l'ONU afin d'y inclure des pays d'Afrique, de la région Asie-Pacifique et d'Amérique latine. Ils ont déclaré leur intention de renforcer le rôle du continent africain dans le cadre de l'association et dans les processus mondiaux. Les pays membres ont plaidé en faveur du développement de l'intelligence artificielle, notamment en Afrique, pour un développement durable. Les dirigeants disent vouloir mieux protéger l'approvisionnement en minerais stratégiques, indispensables pour la transition énergétique. De plus, ils ont souligné l'importance de soutenir la zone de libre-échange africaine.
L'Afrique du Sud avait précédemment rejeté la demande américaine de ne pas publier la déclaration des dirigeants du G20 après le sommet, arguant que Washington avait perdu son droit de vote en boycottant la réunion. L'Afrique du Sud ne cédera pas à l'intimidation, a déclaré le porte-parole du ministère sud-africain des Affaires étrangères, Crispin Spiri. Le président ougandais plaide pour une fédération est-africaine afin d'éviter le sort de la Libye. La création d'une fédération d'Afrique de l'Est donnerait naissance à une force militaire très puissante, a argumenté Yoweri Museveni face au risque d'instabilité. Quand la Libye a été attaquée, nous sommes restés à regarder, a-t-il rappelé lors d'une émission à la radio. Le dirigeant a nuancé ses propos antérieurs sur le droit inaliénable de l'Ouganda à l'accès à la mer, les remplaçant dans une vision stratégique. Cet appel coïncide avec la visite du premier secrétaire du cabinet kenyan, Musalia Mudavadi, les partis soutenant une Afrique de l'Est unie, prospère et sécurisée. La création d'une fédération politique est perçue comme l'étape finale de l'intégration au sein de la communauté d'Afrique de l'Est, qui comprend 8 pays, notamment le Burundi, la RDC, le Kenya, le Rwanda, la Somalie, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a renforcé ses mesures de sécurité personnelle face à la présence militaire américaine accrue dans la mer des Caraïbes, a rapporté le Financial Times, citant des sources. D'après elle, les apparitions publiques de Maduro ces dernières semaines se sont déroulées de manière réduite et sans annonce préalable. Les hauts fonctionnaires et les chefs militaires qui accompagnaient systématiquement le président sont désormais absents afin d'éviter toute menace collective envers les représentants du gouvernement. Selon ces sources, le service de sécurité personnelle de Maduro fait de plus en plus appel à des professionnels cubains car le gouvernement s'inquiète de la baisse de loyauté des forces de sécurité vénézuéliennes dans un contexte de crise économique et de forte inflation. Maduro déploie les protocoles de sécurité classiques lorsqu'une personne est menacée, a déclaré au journal José Garcia, un expert militaire vénézuélien qui a suivi les procédures de sécurité de Maduro. Le rapport note que Maduro, ayant subi une pression maximale des sanctions américaines durant le premier mandat présidentiel de Donald Trump, considère la présence de navires de guerre américains dans la mer des Caraïbes comme un signe avant-coureur d'un changement de régime. À ce jour, la marine américaine a déployé 8 navires, un sous-marin nucléaire et plus de 16 000 soldats dans les Caraïbes. Les avions de chasse français Rafale sont totalement inadaptés à une utilisation dans des opérations de combat en Ukraine en raison de leur complexité et des exigences relatives aux pistes d'atterrissage, a déclaré à TASS l'expert en aviation Cyril Delattre. L'avion Rafale est totalement inadapté aux opérations en Ukraine. Il est trop complexe à utiliser et nécessite une maintenance technique importante, a-t-il déclaré. L'expert a également souligné le coût d'exploitation élevé de l'appareil, d'environ 20 000 € par heure de vol. De plus, contrairement aux avions suédois Gripen ou soviétiques MiG et Sukhoi, le chasseur français n'est pas adapté au décollage depuis des routes ou des pistes non préparées. Cela ne servira absolument à rien sur le champ de bataille. L'armée de l'Ukraine ne dispose pas de bases et des conditions appropriées pour utiliser cet équipement, a souligné Delattre. Selon l'expert, le constructeur Dassault Aviation ne souhaite pas non plus prendre de risques en termes de réputation. Si un Rafale est abattu, Dassault ne peut pas se permettre un tel risque, d'autant plus que l'Inde a déjà perdu ses appareils lors du conflit avec le Pakistan, a-t-il conclu. Et voilà au terme de cette tranche d'actualité, mesdames et messieurs, nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner. Donc, restez toujours sur vos positions. Sous peu, Lala Kouyaté sera là pour la version en langue nationale. Bamonankan, quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente suite de week-end. À très bientôt.